On va parler de influence informationnelle, influence étrangère dans le champ de l'information et de cybersécurité, cyberespace, à la confluence des deux. Quelle synergie? Quelles oppositions? Est-ce que la frontière entre cyber et influence informationnelle tend à s'estomper? C'est vraiment le thème de la table ronde d'aujourd'hui. Et on va prendre des exemples, par exemple, ces groupes de rançongiciels qui aujourd'hui publient des allégations d'avoir obtenu des données, des informations d'entreprises ou d'administration, alors que ce n'est pas vrai. Mais ils peuvent se servir de ces allégations pour mettre la pression et pour renforcer des vraies cyberattaques. On va aussi avoir des exemples d'allégations dans la presse qui, pour le coup, ne sont pas du tout fondées sur des cyberattaques pour déstabiliser des contrats d'armement. Et pour en parler, à mes côtés, donc à ma gauche immédiate, j'ai le plaisir d'accueillir Raina Stambolinska, stratégiste en diplomatie du numérique et résilience. Raina, vous accompagnez depuis des années institutions et organisations sur les enjeux de résilience et d'affaires publiques. Et vous êtes, depuis septembre 2025, affiliée au Centre Internet et Société du CNRS. Raina, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À ses côtés, j'ai le plaisir d'introduire le général en deuxième section, Didier Tisser, ancien commandant de la cyberdéfense des armées, ancien également directeur de l'opérateur infrastructure informatique des armées. Mon général, vous apportez ici votre expérience passée de la cyberdéfense au niveau de l'État. Vous êtes aujourd'hui en deuxième section, ce qui veut dire que, bien que vous soyez mobilisable, vous n'êtes plus en fonction aux armées et donc vous avez démarré très récemment des activités de conseil en tant qu'indépendant. Bonjour, mon général. Bonjour à tous. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Thomas Huchon, journaliste d'investigation, auteur de plusieurs ouvrages sur les fake news et les théories du complot. Thomas, vous disséquez les mécanismes de désinformation et leurs effets sur nos décisions collectives, du climat aux politiques publiques. Bonjour et bienvenue, Thomas. Bonjour à tous. Alors, pour démarrer cette table ronde, on a une petite heure ensemble. Je vais déjà vous demander de poser le cadre, un premier mot court en 1 minute, en commençant par le général Tisser. Avant de développer, mon général, quand on parle de cyberespace, on parle de quoi? Pour agir, il faut comprendre. Le cyberespace, on peut assez facilement le représenter avec cette image des 3 couches, qui est assez répandue. Vous avez une couche qui est une couche physique, matérielle. Son avantage, c'est qu'on peut parler de territorialité. Donc déjà un premier point très intéressant. La deuxième couche, c'est la couche logique ou logicielle. Derrière cette couche, on a toutes ces questions de protocole, d'informatique. Et puis une troisième couche que l'on peut appeler sémantique, informationnelle, cognitive, avec vraiment le cœur de l'information sur lequel on peut agir. Et ce qui est très intéressant, et on le détaillera tout à l'heure, c'est que ces 3 couches, bien évidemment, interagissent les unes par rapport aux autres. Et donc, c'est un moyen assez simple de pouvoir appréhender justement cet univers. Bon, merci. On reprend un peu les bases. Donc, la couche physique, la couche logicielle, la couche de l'information. Raina, vous avez écrit il y a déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, La face 2017. cachée. Déjà. Ouais. La face cachée d'Internet. Je l'ai encore dans la bibliothèque. Vous avez écrit qu'Internet, alors peut-être je dénature un peu, mais vous allez me dire, est à la fois une infrastructure technique et un espace politique et informationnel. Est-ce pertinent de séparer les deux dans nos organisations, dans les discours? En fait, je ne les sépare pas, mine de rien. Je rejoins l'interpénétration en fait, et l'interdépendance des différentes couches dont le général vient de parler. Et en fait, j'avais insisté et je continue à insister sur la distinction, sans pour autant que ce soit séparé, de ces différents niveaux, parce qu'on a une perception en tout cas très différente entre occidentaux, pour caricaturer un peu Europe occidentale, US jusqu'à il n'y a pas longtemps, du numérique vis-à-vis en fait de nos meilleurs ennemis plus à l'est. Et en fait, je pense que tu fais référence, parce qu'on se connaît, en fait, ils nous vous voient, mais on se connaît depuis je ne sais pas combien d'années. Et je pense que tu fais référence au fait que la vision occidentale est assez techniciste, alors que la vision, on va dire, de l'Est, comme exemplifiée par la doctrine russe de 2000, place la couche informationnelle au cœur de qu'est-ce que le numérique.
Et donc et ça rejoint encore une fois ce que disait le général. Pour pouvoir agir, il faut comprendre de quoi on parle, pas que nous, mais aussi les autres acteurs étatiques, non étatiques, etc., qui vont en fait faire des actions pour projeter leur propre puissance. Et ça crée un premier pont vers le champ informationnel. Peut-être qu'on l'a un peu sous-estimé effectivement dans le modèle occidental. Thomas, justement, vous êtes spécialisé en lutte contre les fake news. Mais j'ai aussi une question un peu de sémantique. Fake, faux, pas faux. Enfin, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut tracer une limite entre le vrai et le faux dans l'information? En réalité, le principal problème qu'on a, c'est qu'on parle très mal l'anglais. Et comme on parle très mal l'anglais, on nomme mal les problèmes. Et mal nommer un problème, vous le savez aussi bien que moi, c'est la certitude de jamais le résoudre. Il y a des gens qui parlent anglais? Ouais. Si on devait traduire fake news en français, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait fausse information, fausse nouvelle. Mais si on devait traduire fausse information en anglais, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait false, on dirait wrong, on dirait pas fake. Pourquoi dans une langue aussi précise que l'anglais, on aurait deux mots différents pour qualifier la même chose? Parce que c'est pas du tout la même chose. Les fake news n'ont rien à voir avec les fausses informations. Les fake news sont intentionnelles. Elles sont fabriquées pour vous manipuler et elles sont diffusées pour cela. Les fausses informations sont des erreurs éditoriales. C'est quand on se trompe. C'est quand tous les quotidiens français vous disent un samedi matin que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté alors qu'il s'agit de Guy Joao, un obscur touriste portugais qui n'a rien à voir avec cette histoire. On ne comprend pas la différence entre les deux parce qu'on la nomme mal. Eh bien, en réalité, il y a une vraie différence entre les deux. La fake news est intentionnelle, la fausse information ne l'est pas du tout. On est d'accord qu'il y a des mensonges qui circulent dans l'espace public et que c'est un peu la galère pour tout le monde. Mais si on veut, et c'est un peu ce qu'on veut aujourd'hui, comprendre ces phénomènes pour peut-être y réfléchir et y trouver des solutions, eh bien, il faut dès le départ comprendre qu'on a deux phénomènes très différents. Tu parles de vérité. Moi, j'utilise assez peu ce terme. Je pense qu'il y a des choses qui sont factuelles et qu'il y a à côté de ça des choses qui sont mensongères. L'idée de la vérité, en vrai, ça n'existe pas, en tout cas pas comme une valeur commune qu'on partagerait tous, mais ce qu'on a perdu, ce n'est pas la vérité, ce sont les faits. Et si on a les faits, on peut chacun créer nos vérités et ça ne pose pas d'énormes problèmes qu'elles soient différentes. C'est le problème que nous ont posé un certain nombre d'acteurs récemment quand ils parlent de faits alternatifs. En réalité, les faits alternatifs, ça ne peut pas exister. 2 et 2, ça fait 4. Ça ne peut pas faire 3, ça ne peut pas faire 5. Le problème qu'on a, c'est que ceux qui disent que ça fait 3 ou que ça fait 5, non seulement ils parlent plus fort, mais ils sont soutenus par les algorithmes. Et à la fin, on est tous perdus. C'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc on va refaire une transition, merci, vers les algorithmes, vers le cyber. Donc on retient que fake news ne se traduit pas par fausse information. Non, pas du tout. Il y a quelque chose de plus. Après, il y a toute une gradation entre la désinformation, la malinformation, la mésinformation. Mais on n'a qu'une heure. Et donc, on va déjà se limiter à fake news et fausses infos. Et si on comprend ça, eh ben, on aura déjà fait un grand pas en avant. Et que cette frontière est plus subtile que juste dire c'est blanc ou noir. Je vais repasser la parole à Didier, au général Tisser. Justement, on va revenir dans le champ cyber. Parlons un peu de votre expérience au Com Cyber. Où s'arrête la cyberdéfense et où commence l'ingérence informationnelle dans la doctrine que vous connaissez? Alors, pour s'organiser, pour pouvoir agir, on s'est posé des questions, bien évidemment. Nous savons tous que l'information, c'est essentiel, quel que soit le contexte. Avoir la bonne information au bon moment, c'est un avantage. Et donc, dans le domaine de la guerre, avoir l'information sur son ennemi, avoir l'information sur un contexte, avoir aussi la bonne information sur ses propres troupes, où est-ce qu'elles sont, dans quel état elles sont, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça l'est d'autant plus aujourd'hui que la conflictualité a évolué. Avant, nous étions dans la paix, la crise, la guerre, avec des étapes pour passer de l'une à l'autre qui étaient assez marquées. Aujourd'hui, on est dans la compétition entre acteurs stratégiques, et ça c'est valable pour tous les domaines, évidemment les domaines très, très régaliens, mais aussi des domaines plus économiques ou culturels. Donc voilà, compétition, contestation. Contestation, c'est qu'à un moment ou un autre, un acteur a décidé d'aller plus loin et de marcher sur les pieds des autres pour pouvoir à un moment ou un autre faire quelque chose. Et puis après, s'il va vraiment très loin, on rentre dans l'affrontement. Donc c'est plus du tout la même chose, on est dans un continuum. Et dans ce continuum, on va en plus masquer le type d'action. On n'aura plus des guerres traditionnelles avec des chars, des bateaux et des avions de chasse, mais on va mener des actions hybrides
qui vont utiliser ces moyens militaires, mais aussi d'autres moyens, comme justement le cyberespace, par rapport à ses particularités, ce que l'on peut faire, comment on peut bouger, par rapport justement aux manipulations de l'information, par rapport aussi à des activistes qui sont là, qu'on va pouvoir solliciter, par rapport à des proxys. Dans ces guerres hybrides, ce qui est fondamental, c'est la notion de seuil. Avant, quand c'était paix, crise, guerre, on déclarait la guerre. Donc, sur le plan juridique, ça ouvrait droit à un certain nombre de possibilités. Aujourd'hui, c'est plus la guerre qui est déclarée, ce sont des opérations spéciales qui sont menées. Et donc là, ça change complètement la nature de cela. Donc, derrière cette hybridité de la conflictualité, on voit bien que le numérique va jouer énormément par rapport à ces caractéristiques du cyberespace qu'on pourra développer un petit peu tout à l'heure. Et quand on parle de cyber, donc les armées considèrent que c'est un milieu, c'est ça? Et que l'information c'est quoi le terme? Oui, tout à fait. Et donc là aussi, c'est pareil. Pour mieux appréhender une situation, c'est intéressant de séparer les variables et de surtout pas oublier après de réagréger tout cela. Donc aujourd'hui, en effet, le cyberespace, c'est un espace de conflictualité au même titre que l'espace terrestre, maritime, aérien, spatial. Ça, donc voilà, ce sont des milieux, il y en a 5, et on a aussi des champs, le champ des perceptions et aussi le champ électromagnétique. Donc un certain nombre d'acteurs vont pouvoir interagir et on va mener ce qu'on appelle des opérations multidomaines par rapport à cela pour pouvoir justement porter atteinte à l'ennemi, le fragiliser avant même d'avoir à mener un certain nombre d'actions pour finalement gagner la guerre avant la guerre. Et donc, par rapport à ce constat, ce que nous avons fait au sein du ministère des Armées et au sein de la cyberdéfense des armées, c'est qu'on a considéré que l'utilisation du numérique, l'utilisation du cyberespace devait être cadrée, devait être confiée à une autorité pour concevoir des opérations défensives, offensives, d'influence numérique. Donc, pour le ministère des Armées, pour le commandement de la cyberdéfense, l'influence numérique, ça fait partie de la cyberdéfense. Donc des opérations qui combinent le milieu cyber et le champ de la perception et donc de l'information, ce qui rejoint ce que Raina vous disiez en introduction sur aussi la perception qu'on a par rapport à nos voisins de l'Est de ce domaine au sens large. Vous parliez d'ailleurs d'interpénétration entre cyber et champ informationnel. Raina, est-ce que l'influence sur les contenus et le contrôle des infrastructures, des moyens, c'est-à-dire, est-ce que ça participe d'objectifs similaires? Est-ce que c'est les mêmes acteurs derrière ou c'est juste par coïncidence? Alors, je vais te faire une réponse à tiroir en construisant sur la commode du général. Non, mais vous allez comprendre. En fait, ce qui est intéressant de prolonger dans cette réflexion-là, et en réponse à ta question, c'est que ce qu'on essaie toujours de maintenir, et c'est pour ça que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et c'est pas une question de sémantique. On n'est pas là pour couper les cheveux en 8. On est là en fait pour nommer des choses qui viennent avec des impacts, des réactions et donc des conséquences différentes et distinctes. Et donc, quand on parle de fake news, de tout ce que Thomas a dit tout à l'heure, ce dont on essaie finalement de maintenir, c'est une réalité partagée. Si aujourd'hui, je ne sais pas que le rouge, c'est le rouge et qu'il faut que je traverse quand c'est vert piéton, il se passe quoi? Il y a des gens, ils vont avoir mal. Voilà. Je suis daltonien, je sais pas, ça me rassure pas beaucoup. Écoute, je t'expliquerai après le bonhomme quand il marche et quand il est... Voilà. Pardon. Donc il y a des codes partagés pour représenter une réalité partagée. Et quand on voit, par exemple, il y a eu récemment, il y a eu quelques articles de presse où les gens se sont époumonés sur mais pourquoi Elon Musk, par exemple, s'attaque à Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est la seule source numérique de réalité partagée aujourd'hui. Et donc, il y a aussi des symboles. Je pensais que c'était OpenAI. De quoi? OpenAI. Alors, je vais te taper après, parce que là, je suis captée par une caméra, donc non. Mais voilà, on a un sujet de réalité partagée. Et donc, comment est-ce qu'on maintient ça? C'est toute la question de fake news, d'ingérence, etc. Et pourquoi c'est important? Et pourquoi c'est important quand on voit que ce que j'appelle des nouveaux écosystèmes de conflictualité émergent? Vous appelez ça hybride, moi je parle plutôt d'écosystème parce que... Et
pourquoi on doit réfléchir en fait à ce qu'on voit, comment on le décrit et donc comment on réagit à ça. C'est parce que ce qu'on a aujourd'hui n'est plus opérant, pas parce que c'est vieux, pas parce que ça a été mal fait, machin, mais parce que l'écosystème évolue. Exemple de guerre, en Ukraine, c'est un conflit, les militaires appelleraient ça, c'est un conflit haute intensité. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui se bombent la gueule. Il y a des vraies armes cinétiques, on appelle ça, des missiles, etc. Et ça fait des morts. Et dans ce cadre-là, la loi qui s'applique, le droit international qui s'applique, c'est le DIH, le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. Sauf que le DIH reconnaît le statut de combattant, le statut de non-combattant. Jusqu'ici, je parle sous votre contrôle. Hein. C'est des reliquats de Master Défense d'il y a quelques années. Donc il se passe quoi quand le ministère de l'information ukrainien décide de faire the IT Army of Ukraine, qui sont en fait des volontaires mobilisés, y compris en France et autres, pour en fait faire de la disruption au sens premier du terme numérique vis-à-vis de l'adversaire. Je ne parle pas de morale ici. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas mon sujet. Disruption numérique, on parle d'infrastructure. De cyberattaques, de DDoS, etc. Je ne parle pas de morale ici. C'est bien, c'est pas mon sujet. La morale, c'est toujours celle de quelqu'un d'autre. Cette transformation de non-belligérant en belligérant dans un cadre qui existe aujourd'hui n'est pas intégré. Le DIH ne traite pas ça. Quand on a une appli mobile pour que les Ukrainiens, les Ukrainiennes sur le terrain d'opération, mais ce sont des civils, pas des combattants, puissent signaler, géolocaliser les emplacements en fait de tirs de missiles ou autres russes, ça transforme des non-combattants en combattants. Mais ça les transforme par des moyens qui toujours ne sont pas pris en compte par le DIH. Donc si ces gens-là se font capturer, qu'est-ce qu'on fait en termes de quel traitement on leur donne? Et donc toute la question, elle est là. C'est pas tellement que voilà, on a en fait dans ces écosystèmes, le numérique vient se placer pas comme un truc à part, sauf si on regarde Stuxnet ou Viasat, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Mais le numérique vient se placer d'un point de vue défense comme un complément de force. Et donc, on ne fait pas la cyberguerre de la même manière que quand il y avait de la cavalerie, on ne faisait pas la guerre hippique. Enfin, je veux dire... D'ailleurs, là, c'est vrai qu'on ne parle pas de cyberguerre, on parle de continuum entre l'exploitation d'infrastructures numériques à des fins de modification de la perception dans le champ informationnel. C'est ça. Et donc, la perception de l'information, de ce qui se passe, de la réalité, et donc la rupture de réalité partagée, elle peut survenir de plein de façons différentes. Elle peut survenir parce qu'on va mobiliser des images différentes. En France, on va voir, par exemple, les sites de PQR, donc Presse quotidienne régionale, à l'approche des municipales, se retrouver en fait clonés par des outils d'IA générative avec des infos complètement bidons dedans. Pourquoi? Parce que la confiance des Français et des Françaises dans la presse quotidienne régionale est beaucoup plus élevée que dans la presse nationale. Et je finis sur ça. Parce qu'on a un journaliste à la table. Donc. Oui, mais c'est pour ça que je lui tends une perche sur la presse. Et donc, ce que ça vient dire ici, c'est qu'on propose des signaux qui vont venir s'inscrire dans un écosystème informationnel et autres données, mais on peut aussi couper les signaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exemple de Viasat au début, donc, qui était une cyberattaque en direction d'un opérateur satellitaire opérant en Ukraine, la démarche, l'intention plausible était que l'envahisseur voulait justement couper les communications qui sont vitales pour la coordination tactique de la résistance ukrainienne pour en fait venir faire son opération spéciale en 3 jours. Donc on a c'était quoi, un flood the zone with shit, on a la saturation de l'espace informationnel, mais on a aussi un négatif, la disparition d'éléments signifiants
qui peuvent permettre justement de contenir, à maintenir ou à enrichir la réalité partagée. Donc c'est ce truc-là dont on parle, et c'est pour ça que le numérique dedans est partie intégrante et moyen. On comprend facilement disrupter des moyens de communication pour empêcher de s'organiser. Le point sur la presse, la confiance des citoyens dans la presse et l'information. Thomas, vous allez nous dire exactement avec vos termes plus précis que les miens, comment est-ce que un opérateur public ou privé peut essayer de faire dérailler la décision, la confiance, peut-être les élections, en utilisant le numérique aussi. Vous voyez ça dans vos enquêtes, l'utilisation du numérique pour faire dérailler la perception? J'ai à la fois une anecdote très personnelle et tout un tas de choses qui sont plus du domaine public parce que elles ont été révélées notamment par l'agence Viginum qui travaille beaucoup sur ces sujets, qui est quand même un... J'imagine qu'ici tout le monde connaît Viginum. Si tu as ta place au Paris Cyber Show et que tu connais pas Viginum, à mon avis, tu as un peu raté ta vie. C'est un peu comme la Rolex de Sarkozy à l'époque. Mais on a tous beaucoup parlé de cette... Moi, l'affaire la plus emblématique dans cette histoire-là, elle touche pas vraiment une élection, elle touche à la réputation de la France à quelques mois des Jeux Olympiques. C'est l'affaire des punaises de lit. Ouais, vous vous souvenez, en octobre 2023, quand on voulait même plus s'asseoir dans le métro, tellement il y avait des punaises de lit qui nous bondissaient dessus. On voulait plus prendre le train, ni l'avion. On voulait pas aller dans les hôtels. On voulait même plus aller au cinéma. Est-ce qu'il y a vraiment eu plus de punaises de lit en octobre 2023 qu'à d'autres moments? Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres entreprises, mais pour avoir travaillé avec la SNCF sur ce sujet, il y a exactement à l'unité près le même nombre de dénonciations de cas de punaises de lit dans les trains depuis 10 ans. Il n'y a pas du tout un pic de ouf en octobre 2023, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on appelle une opération d'ingérence étrangère, une opération des services secrets russes, de l'astroturfing. Alors l'astroturfing, c'est le fait... Je suis désolé s'il y en a qui connaissent très bien ces termes et tout, mais c'est un peu le problème des conférences, c'est qu'on est un peu obligé de parler à tout le monde. Donc, je vais faire, voilà. L'astroturfing, c'est le fait d'arriver avec 300, 400, 500 comptes, vraies opérations militantes politiques ou fausses bots et systèmes informatiques sur un sujet. Et très rapidement, on va publier une dizaine, vingtaine de messages en utilisant le même hashtag. Ça va donner à la plateforme X, anciennement Twitter, l'illusion que ce sujet est extrêmement débattu. Et donc, en donnant l'illusion à la plateforme que le sujet est très débattu, ça va pousser ce sujet et ce hashtag, hashtag punaise de lit à Paris, dans les trending topics, donc dans les sujets qui font la tendance. On est lundi matin, il est 7h30, et le rédacteur en chef de BFM TV arrive à son bureau. Il va choisir les sujets dont on va parler à l'antenne ce jour-là. Il ouvre son petit ordinateur et il regarde les trending topics sur Twitter. Il dit « Ouah, Jean-Pierre ! T'as vu ça, les punaises de lit, ça buzz. Et ça, c'est concernant pour la ménagère. Allez, tu prends Jean-Kévin, tu lui files une caméra, il va dans les métros, il va nous filmer ça. » Et là, c'est terminé. C'est terminé pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même un peu l'angle mort de la vérification journalistique. Le fact-checking sur la présence ou non de punaises de lit, c'est pas simple. Déjà, vérifier une info, c'est pas facile. Mais alors, quand c'est un truc que tu ne peux pas voir à l'œil nu et qui n'existe pas, ça devient très difficile. Ça nous amène à une petite réflexion philosophique, c'est que c'est aussi le problème de la désinformation, c'est que c'est pas possible que de démontrer que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas. Eh ouais, c'est quand même magique ce système. Hein, et donc du coup, laisser les gens parler sans jamais avoir de responsabilité à ce qu'ils disent, c'est un peu un problème dans cette histoire-là. Mais passons sur la responsabilité des plateformes dans le bordel informationnel dans lequel nous sommes. Ce jour-là, les médias français vont embrayer sur ce truc-là. Tout le monde va parler des punaises de lit. Et ça va avoir un impact désastreux sur l'image de la France à 6 mois des Jeux Olympiques. Et ça va avoir un effet un peu plus insoupçonné. Il y a 6 entreprises françaises qui vont voir leur chiffre d'affaires très globalement attaqué à ce moment-là. On est donc là dans quelque chose qui est très opérationnel. Ces entreprises, c'est qui? Air France, les hôtels Accor, la SNCF, la RATP et les cinémas UGC et Pathé. Ben ouais, il faut dire un truc. Elles sont vachement sélectives, les punaises de lit. Elles vont pas chez MK2. Elles vont pas chez Gaumont. Ah ouais, hein? Bah non, ça veut juste dire que Bojan à Saint-Pétersbourg, sur sa petite fiche où il avait marqué « Va niquer la France avec de l'astroturfing », il n'avait pas le hashtag Gaumont, il n'avait pas le hashtag MK2, il avait que le hashtag Pathé et le hashtag UGC. Et donc cette histoire, elle a bouleversé tout un tas de trucs. Je vais juste raconter mon anecdote personnelle sur ces histoires informationnelles. Moi, j'animais une émission sur LCI qui s'appelait Anti-Complot, qui était la première émission à la télé française de lutte contre les théories du complot. Et on fait une émission, on est en avril 2021, pleine période post-Covid, donc les vaccins et tout.
Et on fait une émission sur une histoire un peu bizarre, une entreprise de communication qui paye des youtubeurs des dizaines de milliers d'euros pour faire une vidéo de 3 minutes et expliquer que le vaccin Pfizer, il est vraiment dégueulasse et que le vaccin Sputnik, il est vraiment trop génial. On fait l'émission et on peut le dire, on défonce les Russes dans l'émission. On le fait chirurgical, l'épreuve, machin, parce que cette boîte de communication, c'était une coquille vide qui appartenait à une autre boîte basée en Allemagne, qui appartenait à une autre boîte basée à Saint-Pétersbourg, dont la patronne était conseillère en communication de Vladimir Poutine, puis de Dimitri Medvedev, puis de Russie Unie, le parti, puis candidate elle-même à la députation à Saint-Pétersbourg pour Russie Unie en 2018. En gros, ça sentait franchement le russe. On fait l'émission et tous les lendemains d'émission, l'émission était le vendredi, le samedi matin, je recevais un message du patron de la chaîne qui me disait « Ah, dis donc, super émission Thomas hier, regarde, c'est les chiffres de l'audience, on a battu BFM, on a battu CNews, regarde, ça c'est le lien, va frimer sur Twitter. » Alors, il est 9h, je suis chez mes beaux-parents, en pyjama, et je vais faire mon petit tweet pour frimer. Et j'ouvre mon ordinateur et je comprends rien à ce qui a marqué. Je le montre à ma belle-mère, Françoise, qui avec son franc-parler légendaire me dit « Mais t'es con Thomas, pourquoi qu'il est tout en russe ton ordinateur ?» Et j'ai dit « Ah, donc t'es d'accord, mon ordinateur est en russe. » Et donc j'avais été victime d'une attaque. Alors si ça se trouve c'était les Chinois, hein. Moi je peux pas savoir qui a fait le truc. Mais ça montre bien que ces histoires-là, elles sont très concrètes, elles sont très réelles. Et qu'à aborder et à dénoncer ces phénomènes informationnels, eh ben, on se retrouve aussi la victime d'une forme d'opération. C'est un peu le deuxième étape de la Rolex. Hein. Si à 40 ans, quand tu fais mon métier, ton ordi s'est pas retrouvé en russe, c'est que tu n'as pas assez bien travaillé. Mais ça dit tout un truc de très réel sur cet espace qui est pourtant supposément virtuel, mais qui a largement débordé dans le monde réel et sur lequel on manque encore à la fois d'emprise, de compréhension et donc de solutions. Non, mais ça nous rappelle en tant que citoyen et consommateur d'informations qu'on ne consomme l'information qu'au travers d'outils numériques. Et que vous-même, en tant que producteur d'informations, vous produisez l'information au travers d'outils numériques. Je fais la transition avec les opérations cyber dans le cyberespace. Je suis fort en transition. Hein. Merci beaucoup, Thomas. Et après, j'ai Raina qui... on va passer. Mais en général, évidemment, sans dévoiler le secret, mais des piratages informatiques, pour faire de la lutte informationnelle, ça existe ? Oui, ça existe. Hein, et ça a été bien dit. Si. J'arrive pas à vous croire, général. Enfin... ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que si on ne fait pas attention, on regarde, on voit des oppositions, je suis pour, je suis contre, non j'ai raison, t'as tort, et ainsi de suite. Mais derrière, comme ça a été dit par Thomas et puis Raina aussi, il y a de vraies stratégies derrière, des vraies stratégies d'influence, de présenter d'une certaine manière, d'utiliser des canaux pour pouvoir justement alimenter et répondre à des vraies stratégies. Et ces stratégies, on sait bien justement, ça a été dit, les Russes, les Chinois, ils ont de véritables stratégies. Des stratégies qui s'inscrivent dans le temps, dans la durée, et qui sont très axées justement sur l'information, sur la manipulation, sur l'orientation de l'information, afin d'atteindre des objectifs particuliers. Et aujourd'hui, justement, ce cyberespace, on a parlé tout à l'heure un petit peu de sa structuration, c'est du pain béni pour tous ceux qui sont capables de l'utiliser, qui comprennent ce qu'il en est, d'autant plus s'ils sont partie prenante de la construction de cet espace. Ils en maîtrisent les algorithmes, ils en maîtrisent les canaux, ils peuvent orienter et pouvoir justement filtrer l'information et faire en sorte que nous recevions l'information qu'ils ont choisie. Et c'est pour ça que ce cyberespace, le numérique, on voit bien, c'est un outil, mais c'est aussi un champ d'action, en fait, où il se passe beaucoup de choses, et c'est ce qui est en jeu. C'est un enjeu. Et donc, l'objectif des uns et des autres, c'est de réussir à récupérer tout cela. Et alors derrière, justement, pour montrer, détailler comment des opérations peuvent se faire, donc qu'est-ce que c'est qu'une opération justement d'influence numérique, vers qui on veut aller, on se pose la question de à qui peut profiter le crime et quel est mon objectif. L'objectif de certains, et nous on l'a vu, est très concrètement, que ce soit par rapport à l'exemple de Daesh, par rapport à la propagande, pour recruter du monde, pour pouvoir terroriser, que ce soit aussi le russe Prigojine avec Wagner en Afrique, pour faire partir la France, pour s'approprier des ressources naturelles, déstabiliser le rôle de la France. Et bien tout ça, ce sont des choses qui se bâtissent petit à petit. On a toujours quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, va créer un contenu, souvent dans des sphères assez fermées, assez inaccessibles. Et puis après, il va y avoir justement ce principe de rebond. Et on va élargir petit à petit. Et à un moment ou à un autre, on peut tous se retrouver potentiellement l'idiot utile qui va participer à propager cela.
Et là, on revient un petit peu justement sur ces caractéristiques du cyberespace, pleinement utilisées dans ces attaques informationnelles, qui sont l'immédiateté, la contraction de l'espace et du temps, l'anonymisation, la complexité de comprendre ce qui se passe et des algorithmes, la complexité pour comprendre qui il y a derrière, finalement, ce côté caractérisation et attribution, parce qu'il se passe quelque chose justement, mais qui m'a attaqué? Et on a aussi une temporalité. Souvent, les attaques, elles sont quand même longues parce qu'elles sont ciblées, même si on a l'impression qu'en fait, elles sont toutes azimuts. Bien non, il y a une stratégie particulière derrière et on va essayer justement de la masquer pour qu'elle ne soit pas compréhensible tout de suite. Donc voilà, il y a toute une phase d'amont qui est assez longue. On clique et là, on diffuse de partout, et en s'appuyant notamment sur la puissance des réseaux sociaux, sur un certain nombre d'idiots utiles, comme je l'évoquais. Et puis après, ceux qui reçoivent, s'ils n'ont pas anticipé, eh bien, il va falloir beaucoup de temps pour essayer de comprendre, caractériser et essayer justement d'apporter un élément de réponse. Et ça, nous, on l'a vu, donc ça, c'est un exemple très concret, avec justement un faux charnier qui a été imaginé par les Russes de Wagner au Mali au moment où les Français partaient. Et bien justement, parce qu'on a mis en place une doctrine de lutte informatique d'influence, parce qu'on a des mécanismes de renseignement, parce qu'on est dans un cadre spécifique d'opérations militaires qui nous permet de mener un certain nombre d'opérations pour rechercher du renseignement, parce qu'on a des drones, parce qu'on a justement des partenariats avec d'autres acteurs dans des coalitions, eh bien on sait qu'il se trame quelque chose. Et parce qu'on s'est positionné quelque part, on va voir justement quelque chose va arriver et on va être en capacité de réagir rapidement et justement de faire du fact-checking, alors que souvent le fact-checking il est très long, la fake news elle arrive, elle se propage et après coup finalement on est un peu coincé. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la guerre hybride, dans ces actions qui font qu'à un moment ou à un autre, il y a un effet de seuil, il y a le fait accompli. On est mis devant un fait accompli, on n'a pas pu anticiper et on ne sait pas finalement comment réagir. D'où l'importance de pouvoir savoir qui nous attaque, comment il nous attaque, quel est l'impact de cette attaque. Et par rapport à cela, justement, si on a pu travailler au sein du ministère des Armées en interministériel sur justement un plan d'action, des ripostes possibles, des ripostes politiques, économiques, militaires, dans le cyberespace, on est plus à même de pouvoir justement interagir. Alors, gardons pour après l'attribution, la riposte. Le qui, plusieurs fois vous dites on a cherché qui était derrière, mais Raina, vous vous intéressez aussi à comment est-ce que la technologie est non seulement utilisée, mais surtout exploitée, instrumentalisée pour aboutir à ces effets. Ouais, c'est l'attribution, c'est marrant parce que du coup, je te devance, mais ouais, non, je te devance pas. Non, mais c'est. Il y a différentes choses. Je ne suis pas en train de mettre des trucs sur LinkedIn ou sur Blue Sky. Je suis en train de prendre des notes de ce que j'ai envie de rajouter. Est-ce que tout le monde connaît la différence entre l'information et le renseignement? Levez la main. Bien. OK. Du coup, parce que vous avez parlé de renseignement. En fait, le renseignement, c'est quelque chose de très particulier quand... Bon, déjà, c'est quand ça relève de quelqu'un qui vient de la défense ou quelqu'un qui vient du renseignement, ça veut dire un truc particulier qui n'est pas la même chose que pour les autres gens, on va dire profanes. Et pour nous, en cyber, à partir du moment où on se place en tant que défenseur, le renseignement, c'est quelque chose qui revêt une signification particulière. Si vous voulez, on a les informations. J'aime le rouge. Bref, n'importe, ce sont des choses, ce sont des items qui n'ont pas nécessairement de cohérence entre eux. On peut avoir des données qui sont de l'habillage, on va dire, quantitatif, de faits existants. Et quand on va parler de renseignement, ça va être quelque chose de très différent. Ça va être, on va structurer le fait que j'aime le rouge, que je porte du 38,5 en chaussures. Et le renseignement, ça va être, si je veux t'offrir un truc pour ton anniversaire, est-ce que je pourrais t'offrir des chaussures rouges? Parce que je sais que c'est ta couleur favorite et ta pointure, c'est 38,5. Et une fois que je t'ai offert ces chaussures rouges, c'est cool. Est-ce que ce renseignement reste pertinent? Non. Puisque le cadeau est fait, et j'en suis contente. Et d'un point de vue, en fait, opérationnel, quand on est militaire, quand on est
cyber, enfin quand on est défenseur, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est que tous les éléments qualitatifs, quantitatifs, dispersés, machin, hein, à un moment donné, fasse fruit, tout ce butinage en fait fasse fruit, et que ça arrive au bon moment à la personne qui est censée prendre la décision. Et que c'est OK, qu'une fois que ça a servi, ça redevient non signifiant. C'est ça le renseignement. Mais il n'y a pas de mal à prendre de l'information Et pas sensible pour en tirer des conclusions et t'offrir un cadeau. c'est tout à fait. Mais en fait, la question, c'est pas tellement le comment j'obtiens l'information, c'est qui fait quoi avec ce qui est disponible à un moment donné. Et donc, quand tu te retrouves soit en situation de saturation, soit en situation d'indécidabilité de qu'est-ce qui est pertinent, de qu'est-ce qui est solide, de qu'est-ce qui est plausible. Et avec le numérique, on a un petit sujet qui a beaucoup de choses qui se déroulent dans l'immatériel. C'est quoi prouver un truc dans l'immatériel? Vous prouvez que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De la même manière que logiquement, prouver un vrai négatif, c'est pas possible. Ouais. Je peux pas prouver qu'un truc n'existe pas. Donc, et du coup, quand on met tout ça ensemble, en fait, ça devient un bordel, excuse my French, absolument inimaginable, et qui est en fait le contexte opérationnel dans lequel on prend des décisions. Et quand je dis on, je parle aussi bien du monde de la défense que du monde de gens qui sont en train de dire est-ce que c'est les petits Chinois, les petits Nord-Coréens, les petits Iraniens, les petits Russes, qui est en fait là. Et quand on rajoute à ça le fait que on a de plus en plus de outsourcing, c'est pas que dans l'IT qu'on fait appel à des prestataires, c'est aussi dans le domaine de la lutte informationnelle, on va le dire comme ça. Des acteurs privés qui nous servent de C'est proxy, ça. de relais. Les Russes sont très forts là-dessus, mais aussi les Indiens, mais aussi les Chinois, mais aussi les Iraniens. Et les Américains aussi beaucoup. Enfin, en gros, il n'y a que nous qui ne sommes pas forts dans l'outsourcing de ces sujets-là, pas pour l'instant. Mais il y a vraiment, quand vous imaginez que c'est Monsieur Poutine dans son haut château qui vous en veut personnellement, la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est des boîtes qui font du marketing sur Insta où, en fait, vous avez des jeunes Russes à Saint-Pétersbourg qui sont super forts en Reel Instagram et qui passent leur journée sur TikTok et qui sont aussi, enfin, qui ont les mêmes aspirations, qui ont les mêmes plaisirs, plus ou moins, que vos petits frères, vos cousins, vos enfants, etc. Donc l'exploitation des plateformes, mais par corollaire, il y a aussi le brouillard informationnel qui nuit à la prise de décision. Mais ça, c'est du closivite, si tu veux. Donc, on peut le nommer comme on veut. Est-ce que c'est pertinent ou pas d'utiliser ça? D'un point de vue cyberattaque, est-ce qu'il n'y a pas un effet de seuil, peut-être aussi en général? J'en viens, mais c'est ça le truc. C'est que quand tu cherches... En fait, entre l'influence et l'ingérence, il y a une grande différence. C'est que la francophonie, c'est de l'influence. L'ingérence, c'est quand j'ai quelqu'un qui vient faire des mains rouges sur les bâtiments à Paris. Donc, il y a une malveillance qui est derrière, mais il y a toute la ligne, en fait, quand tu réagis contre qui? Et donc, c'est là où ta question de seuil arrive se placer. Est-ce que je réagis vis-à-vis d'une boîte de marketing à Saint-Pétersbourg où ils font des reels sur Instagram comme tout le monde, ou est-ce que je réagis vis-à-vis d'un acteur régalien potentiellement hostile? Tu vois, Et donc, toute la difficulté, elle est là. C'est qu'on a traîné des gens au tribunal. Est-ce que pour autant, on est dans une situation de véritable conflictualité avec ceux qui les ont payés? Et ceux qui utilisent les réseaux sociaux, qui créent des fermes de trolls, qui créent des infrastructures comme le démontre Viginum, est-ce que ce n'est pas aussi une cyberattaque, un détournement frauduleux des systèmes d'information? Est-ce que les spécialistes de la cyber, comme Général Tisser, peuvent éclairer là-dessus? Oui. Je vais juste répondre en 2 phrases et je lâche le micro. C'est... je sais qu'on est dans un événement cyber, etc., mais il faut qu'on arrive à avoir une vision systémique des choses. Les investissements directs étrangers peuvent être un levier d'ingérence. Donc, il n'y a pas que le volet numérique qui est dedans. Les canaux, les moyens sont divers et le numérique en fait partie, et notamment la malveillance connectée, ce contre quoi la cybersécurité cherche à lutter, en fait partie. Mais quand quelqu'un t'en veut,
Quand quelqu'un en veut en fait à nos valeurs démocratiques, à notre cohésion sociale, c'est pas 3 fermes de trolls en fait qui vont venir fissurer ce tissu-là. C'est plein d'autres choses et ça permet de s'engouffrer dans des fissures qui existent, de les élargir, etc. Mais il n'y a pas que les trolls. Ils sont beaucoup plus visibles, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est difficile, en effet, c'est qu'il y a un brouhaha, il y a un brouillard de la guerre, on appelle ça comme on veut, et je l'évoquais tout à l'heure, il y a un mélange des genres. Et aujourd'hui, on voit bien que ces opérations d'ingérence informationnelle, via les réseaux sociaux, via l'espace numérique, participent à plusieurs finalités. Et ces finalités sont très différentes. Elles dépendent de qui est à l'initiative, quels sont les relais. Il y a des relais qui parfois ne savent même pas quels sont les commanditaires ou quels sont les objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, il y a une image comme ça. Alors, malheureusement, je ne sais plus qui l'avait dite, mais c'est vous prenez la Coupe du Monde de football. Vous, sur un terrain, vous mettez tous les joueurs, vous mettez le public, vous mettez les organisateurs et personne avec des maillots. C'est un petit peu ça aujourd'hui, le cyberespace. Il se passe plein de choses. Il y a des personnes qui ont des finalités différentes. Il y a ceux qui ont parié qui veulent que telle équipe gagne, 2-3 buts à 1, d'autres qui veulent ci et ça. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est de faire la part des choses dans les motivations des uns et des autres. Et on voit bien que le droit international ou national est battu en brèche. On voit bien que les réglementations qui nous sont imposées par certains opérateurs, eh bien, elles sont parfois compliquées ou elles répondent à leurs objectifs et pas tellement à nos objectifs de protection. Et c'est compliqué. Donc, pour s'y retrouver dessus, et c'est vrai que l'approche systémique, elle est intéressante parce que là, c'est pareil, l'objectif, c'est pas d'être paranoïaque ou pas trop paranoïaque, mais on comprend bien, et là c'est pareil, je parlais de doctrine tout à l'heure, il y a plein de doctrines qui existent, j'ai parlé tout à l'heure des Chinois et des Russes, mais les Américains aussi sont assez forts, par exemple dans une présentation qui s'appelle les 5 cercles de Warden, qui permet d'avoir une approche systémique. Et l'autre présenté comme un système, qu'est-ce que c'est? Alors plutôt dans une approche militaire, mais étatique, mais elle est transposable dans d'autres secteurs. Il y a le leader, le président, il a son système justement pour pouvoir gouverner son État, il a éventuellement des forces armées, il y a des infrastructures critiques et il y a une population. Et justement, dans les modes d'action, on pouvait cibler, et avant, c'était les militaires qui se battaient entre eux, et puis l'armée qui battait l'autre armée, eh bien, le leader prenait possession des valeurs ou du territoire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit notamment avec le cyberespace, c'est qu'en fait, on peut agir avec des effets boomerang, des effets de levier, et on peut potentiellement traiter l'ensemble des 5 cercles au même moment. Et jouer sur un cercle, ça a un impact sur un autre cercle, et on peut comme ça beaucoup déstabiliser. Alors ce que l'on peut faire justement derrière, eh bien, c'est comprendre ces mécanismes, s'y préparer et appliquer justement par rapport à justement cette guerre informationnelle, cette ingérence grâce ou à cause des réseaux sociaux, c'est appliquer ces mesures de la cyberdéfense, cybersécurité, justement la prévention, la protection, l'anticipation, l'attribution, la capacité à réagir. Ce sont des éléments à détecter. Et donc tout ça, il faut réussir à pouvoir le coordonner seul ou à plusieurs, et on pourra détailler tout à l'heure justement, pour pouvoir justement être capable de réagir par rapport à tout ce qui se passe dans le cyberespace, par rapport à ces actions offensives, ces attaques contre nos biens, nos valeurs. C'est quelque chose qui est très fondamental. Ou le commerce, les entreprises qui perdent du chiffre d'affaires. Prenons un exemple concret sur du civil. On va passer un peu quand même de l'étatique au civil. Les entreprises, organisations, administrations, publiques ou privées dans la salle. Il y a pas longtemps, c'est en juillet, Naval Group fait face à l'allégation par un groupe, par un pirate informatique, par un hacker soi-disant éthique, qui donne 72 heures à Naval Group pour verser une rançon, faute de quoi le hacker diffuserait 1 téraoctet de données qu'il a prétendument volées. Ça, c'est le 23 juillet 2025. 3 jours plus tard, Naval Group déclare par communiqué de presse n'avoir constaté aucune intrusion. Et Naval Group, par communiqué de presse, parle d'une attaque réputationnelle caractérisée par la revendication d'un acte de cybermalveillance. C'est ni le premier ni le dernier, mais c'est un exemple assez flagrant et très clair. La revendication d'un acte de cybermalveillance, quel conseil donner aux entreprises aujourd'hui qui sont face à cette saturation du champ informationnel, des revendications loufoques ou parfois peut-être réelles, qui consomment des moyens pour vérifier s'il y a eu ou pas fuite de données.
Que faire aujourd'hui quand on est une entreprise ou une administration publique? Bah, pendant très longtemps, quand il s'agissait d'une attaque informationnelle, d'une attaque réputationnelle, le réflexe des entreprises, des institutions, c'était de mettre la poussière sous le tapis et de surtout pas communiquer. La crainte, c'était ce qu'on appelle l'effet Streisand. Hein, donc l'idée qu'à parler d'une rumeur, on allait faire que l'alimenter et lui donner une ampleur qu'elle n'aurait jamais eue sans qu'on en parle. Ça, c'était vrai dans les années 90. C'était vrai dans l'ancien monde de la diffusion de l'information. Aujourd'hui, bah, c'est une immense erreur. C'est une immense erreur, c'est une erreur colossale. Et la personne qui peut le mieux vous parler de tout ça, c'est la première dame aujourd'hui. Et ouais, ben oui, à ne pas démentir la fake news sur le fait qu'elle serait supposément Jean-Michel Trogneux, un homme transgenre, et que ça serait la preuve qu'il existe un complot de pédophiles satanistes qui gouvernent le monde en secret. Non, je suis désolé, c'est moi aller au bout. On va revenir sur les entreprises. Mais, non, mais justement, non, mais c'est très important. C'est très important de comprendre pourquoi elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas parce que c'est odieux et parce que l'idée d'aller déconstruire une fake news, on a toujours l'impression qu'on ne va pas gagner parce qu'on ne va jamais convaincre ceux qui croient aux fake news. En réalité, c'est faire une immense erreur de l'observation du champ informationnel. Les gens qui croient aux fake news, ils sont une minorité. Les gens qui n'y croient pas, ils sont une autre minorité. Au milieu, il y a 80% d'indécis. Et ce 80% d'indécis, il n'y a que les conspis et ceux qui fabriquent des fake news qui leur parlent. Et donc, on ne fait que perdre ce combat-là. Je voudrais vous dire un truc, on parle des entreprises, et ben il est arrivé, je suis très ravi qu'on ait ici de la Volvic et pas de la cristalline. Parce que la cristalline, ça donne le choléra. Eh ouais, Cristalline a été victime d'une horrible opération informationnelle dans laquelle on a prétendu que cette eau minérale donnait le choléra. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a une influenceuse sur TikTok qui a décidé d'expliquer qu'à Mayotte, la crise du choléra en 2024 était, et notamment la mort d'un enfant de 3 ans, était le fait que cet enfant ne buvait que de la cristalline. Qu'est-ce qu'a fait Cristalline? Ils n'ont pas parlé. Qu'est-ce qu'a fait l'ARS? Ils n'ont pas parlé. Résultat, cette vidéo, elle fait 17 millions de vues en 3 jours. Et depuis, quand vous tapez Cristalline dans le moteur de recherche de TikTok, qui est le premier moteur de recherche pour les moins de 30 ans en France, petite information, c'est pas Google, hein, donc tout le monde est persuadé que la cristalline, ça donne le choléra. C'est la même chose qui est arrivée à Barilla. Barilla, c'est fabriqué avec de la farine d'insectes. Non, pas du tout. Mais c'est une fake news qui a été diffusée. La marque n'a pas répondu. À chaque fois qu'on se tait face à la désinformation, on perd le combat. Qu'on soit une institution, la première dame, qu'on soit un pays, qu'on soit une entreprise. Il faut réagir, il faut répondre parce qu'on ne peut plus laisser l'immense majorité de nos concitoyens qui sont indécis sur ces sujets se faire désinformer. On ne convaincra jamais les gens qui y croient. C'est pas grave, ils sont une minorité, on n'y arrivera pas. Ça sert à rien d'essayer. Ce qu'il faut faire, c'est parler. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça crée immédiatement une autre version. Il y a des mensonges, ok, mais s'il n'y a que les mensonges, quelqu'un qui est indécis, il arrive sur ce truc-là et il est persuadé que c'est les mensonges qui ont raison. Alors que s'il y a un deuxième point de vue, eh ben, ça oblige à avoir une vision déjà duale de la situation. Donc je crois qu'il ne faut plus faire cette erreur-là. Il faut parler, il faut réagir, il faut répondre et il ne faut surtout pas avoir peur de dire des choses factuelles. Et en fait, on se trompe fondamentalement. Particulièrement dans le milieu de la cybersécurité, souvent on a été des taiseux. Mais oui, il y a 10 mais je ans, sais bien, mais vous avez raison de l'avoir été. On ne parlait jamais de ce qui se passait. On a peut-être eu raison, mais aujourd'hui. Mais parce que c'est une question d'humilité aussi. C'est une question d'humilité face à des problématiques qui sont extrêmement complexes. Le problème, c'est que l'univers informationnel a profondément changé. Aujourd'hui, une entreprise qui est victime d'une attaque en réputation par des allégations, des fausses allégations de cyberattaque, elle doit prendre ça comme une opération de communication et pas comme une opération seulement de cybersécurité. Eh ben, elle doit en tout cas intégrer des éléments de communication dans sa réponse. Parce qu'il faut aussi parler aux indécis. Ce n'est pas possible de ne faire qu'essayer de traiter le sujet sous le niveau de la mer. En fait, on crève en tant que société démocratique, en tant que société économique, libérale, dans laquelle la confiance est fondamentale pour nos échanges et notre business, de cette partie immergée de l'iceberg. Il faut aller montrer ce qui se passe sous le niveau de la mer. Je crois que le message est bien passé. Pardon, excusez-moi. On avance. Raina, vous m'aviez parlé de 3 faiblesses des institutions publiques. Est-ce qu'on peut développer ensemble un peu sur ces 3 faiblesses? Je vous laisse les évoquer brièvement. Alors, je vais le faire autrement, parce que je me souviens plus ce que je t'ai raconté. Non, mais c'est... J'aimerais bien revenir sur cette histoire de maîtrise, en fait, parce que
un peu rebondir sur ce que disait Thomas, parce que de mémoire, dans ce que je t'avais raconté sur l'institutionnel, il y avait la notion d'attribution. C'est ça, hein. Je regardais ce que tu as noté. Prenons la difficulté à attribuer. En fait, quand l'attribution, c'est quoi? C'est, comme disait Marcel Pagnol, les coupables, vaut mieux les nommer que les chercher. Et c'est une formulation que j'aime bien, parce que, sans rentrer dans les détails de l'attribution légale, juridique, politique, etc., ce que ça dit, c'est que quand je nomme quelqu'un comme étant à l'origine de mes malheurs, je me place, en fait, je fais une action consciente de maîtrise de ce qui est en train de se passer. Et la communication est un pan de ça. Mais quand on fait de la gestion de crise n'est pas soluble dans la communication de crise. C'est l'inverse. Et la communication de crise, quand elle est inexistante ou mal faite, elle est chrysogène. Ça relance de 10, si vous voulez, très souvent. Donc il est important de transmettre de l'information, de communiquer. Moi, j'ai souvent eu mon chef dans mes jobs précédents sur une cyberattaque qui me dit « Raphaël, c'est qui et quand est-ce que ça s'arrête » C'est les deux questions qui viennent. Ça. Mais en fait, tout ce que j'entends par cette histoire d'attribution, c'est que quand on commence à nommer les gens, donc quand on commence à sortir de la perception pour en fait assigner une responsabilité d'action, ça ne peut pas en fait être juste c'est toi le coupable, j'aime pas ta gueule, alors franchement je te dis que je t'inviterai pas à mon anniversaire. Tu vois, c'est une démarche pensée pour pouvoir essayer de reprendre la main sur les événements. C'est pas nécessairement pour reprendre la main. Tu ne peux pas contrôler ce que tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler ce que les Russes vont faire après. Ce que tu, par contre, peux contrôler, c'est comment c'est reçu par les gens qui ont besoin d'entendre ça. Donc, quand on a, pour reprendre un exemple institutionnel récent, où ça m'a coupé mes vacances de Noël par les médias, c'était le récent piratage du ministère de l'Intérieur. Tout le monde en a entendu parler. Combien de gens ont entendu parler de la communication du ministère de l'Intérieur subséquente à cette opération de piratage? Levez la main. Ah bah, vous devrez me montrer l'annonce, parce que... Il y a une main qui s'est levée. Il n'y a qu'une main qui s'est levée derrière. Donc, il n'y a eu quasiment rien. Et ça a été problématique, parce que ça veut dire aussi que quelque part, on n'assume pas la transparence qu'on doit aux administrés dans ces situations-là. Et donc, quand on se retrouve dans la partie informationnelle, les gens n'exigent pas la perfection. Ils exigent la capacité de s'améliorer. J'ai raison ou pas? Et donc, quand on ne dit rien, ou quand on balance un truc et on fait un coup dans l'eau parce que oh là là, c'est moi le plus fort, ce qu'on fait, c'est on ne montre pas la capacité de s'améliorer et de mieux faire. Ce qu'on montre, c'est quelque chose d'extrêmement rigide et qui se casse, qui est c'est moi qui suis la plus parfaite, la plus belle, tout ça. Non. Ça marche plus. Ça. Et c'est ça. Et en fait, c'est là où cette histoire d'arbitrer les silences et d'arbitrer ce qu'on dit, comme on le dit, elle devient extrêmement importante. Et pour revenir à cette histoire de réalité partagée, notre problème aujourd'hui, c'est que les opinions sont équiprobables aux faits. Et donc, à partir du moment où on n'a plus de hiérarchie de ce qui est vraiment signifiant, de quel est le signal et quel est le bruit, en fait, on peut ne rien dire, quelqu'un va sortir, ouais, tous pourris, et puis on passe à autre chose. Et donc, dans la défense de qu'est-ce qu'on peut mieux faire, c'est cette revendication-là de se dire, attends, qu'est-ce qui fait qu'on est là où on est et qu'on a un pays qui reste quand même démocratique par rapport à d'autres? Est-ce que c'est le fait de pouvoir avoir un débat? Et là, je ne parle pas d'avoir une polémique, je parle d'un partage d'arguments construits, structurés, avec possibilité de réfutation. C'est ça un débat. C'est pas machin est polémiste, donc je vais l'inviter. C'est pas machin a dit qu'il va publier des données, donc je vais céder. Et tout ce truc-là, toute cette bascule-là, on ne peut pas la faire si autour de nous, tout tangue, parce qu'en fait, on n'a plus de repères.
Et la possibilité de réfutation, on commence à y arriver au niveau des institutions. Oui, tout à fait. Et pour aller dans le sens de Raina, ce qui est important, c'est de mener deux actions en simultané. Celle qui est plutôt sur les conséquences de l'attaque cyber, donc informatique ou informationnelle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment est-ce qu'on peut justement essayer d'être résilient par rapport à cela? Et puis s'intéresser aux potentiels attaquants. Et justement, essayer de remonter, essayer de caractériser, même si c'est compliqué, mais ne serait-ce qu'expliquer. Expliquer que derrière cette attaque, il y a une volonté, il y a une stratégie, et essayer de comprendre, à réfléchir à haute voix pour associer justement un certain nombre d'acteurs par rapport à ça. De combiner les deux. Et de combiner les deux. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait au sein du ministère des Armées, mais chacun, à son échelle, peut le faire. Une entreprise, une autre administration. C'est de se dire, OK, je monte ma protection, mes mécanismes de détection. Mais dans la défense, on dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. Et bien, c'est de prévoir cette capacité aussi de pouvoir remonter à la source, donc avec un certain nombre de moyens. On évoquait tout à l'heure justement des honeypots ou d'autres mécanismes qui permettent justement d'attirer un potentiel attaquant parce qu'on sait qu'ils sont là, que ce soit des attaques informationnelles qui se cherchent et qui vont trouver peut-être des leviers ou des attaques informatiques. Donc on sait qu'ils sont là, donc autant à la limite les attirer dans un espace que l'on maîtrise et puis éventuellement à un moment ou à un autre dans l'espace maîtrisé, cliquer sur le bouton ou réagir par rapport à quelqu'un qui commence une démarche pour voir comment il va réagir et pour reprendre l'ascendant, reprendre la main au maximum par rapport à ce type de démarche. Et ça c'est vraiment important, c'est arrêter de subir et essayer de faire peser aussi par rapport aux autres justement ces éléments-là. Donc ça, c'est quelque chose de très fort et qui peut se faire un peu à tous les niveaux, ne serait-ce que déjà, justement, en étant très attentif sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur un certain nombre de thématiques, soit en le faisant soi-même, soit en passant par un certain nombre d'acteurs, de partenaires qui vont nous aider justement à pouvoir développer cette capacité. Il y a des entreprises spécialisées, très pointues, qui nous permettent justement d'avoir des éléments sur des tendances et on peut anticiper justement un certain nombre d'attaques informatiques ou informationnelles potentielles. C'est un bon enseignement pour les entreprises dans la salle ou même l'administration. On va finir. Une dernière question assez rapide pour Thomas. On cherche un peu les moyens là de répondre effectivement. Si je prends un peu du recul, est-ce qu'on peut réguler, est-ce que les autorités publiques peuvent réguler les médias pour dire vous avez le droit, ou ça c'est la parole d'évangile, et vous on a du mal sans forcément tomber dans une accusation de censure a priori et de manière subsidiaire, mais enfin comment on fait pour lutter contre, ensemble en tant que société, pour lutter contre ces fragilités informationnelles de nos sociétés? Les grands médias professionnels, ils sont régulés. Ils doivent répondre devant l'Arcom et ils sont responsables de ce qui est diffusé sur leur antenne. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Depuis la loi de 1881 sur la liberté de la presse, tout le monde a la liberté d'expression dans la limite de deux choses. Et pourtant, la première, c'est qu'on doit être identifié, et la deuxième, c'est qu'on peut être tenu comptable de ses propos. Et pourtant, ça ne suffit pas à la viralité. Comment on s'endurcit? Ce qui a basculé, c'est qu'on a des entreprises étrangères qui ne respectent pas nos lois et ne payent pas les impôts qu'ils nous doivent. Ce sont les GAFA. Les grandes entreprises, les grandes plateformes numériques ne respectent absolument pas ce principe. Et ils essayent de nous faire croire une espèce de charade absolument hallucinante qui est qu'ils seraient des tuyaux et pas des médias. Mais moi, je ne crois pas du tout qu'ils sont des tuyaux et qu'ils ne sont pas des médias. Je crois qu'ils sont des médias. Et je crois que nous nous trompons fondamentalement de ne pas vouloir réguler cet espace. Ceux qui nous disent qu'il s'agit d'une forme de censure sont des malades. Je suis désolé. C'est pas de la censure que de dire qu'il y a des règles à la diffusion d'informations. Et ces règles, elles sont établies. Et encore une fois, elles ne datent pas d'hier. Elles datent de 1881. Et il y a un élément qui est en fait absolument dingue dans ce débat-là, qui est d'ailleurs porté à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec l'idée d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Je ne sais pas très bien pourquoi on se limite aux moins de 15 ans, en réalité. Mais non, mais en réalité. Mais pas uniquement pour des questions informationnelles. On est face à des entreprises qui ont fait commerce du vol conscient de nos intimités et qui essayent de nous faire croire que la liberté d'expression aurait une forme de valeur quand on nous supprime le libre arbitre. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'il faut qu'on redevienne le pays des Lumières. Je crois qu'il faut qu'on change quelque chose fondamentalement dans cette approche-là et que tant qu'on ne régulera pas cet espace-là, mais ça ne sert à rien d'essayer d'avoir n'importe quel débat de société dans notre pays. En fait, si on ne ferme pas ces trucs-là tant qu'ils ne respectent pas nos lois,
eh ben, on ne peut pas débattre, on ne peut pas avoir une élection, on ne peut pas avoir aucune forme de certitude que ce qui va nous être présenté est fiable, que les choses qui vont être dites vont être tenues comptables. L'idée qu'on pourrait dire n'importe quoi sans jamais être responsable de ce qu'on dit, donc on pourrait porter des accusations sans preuve, est-ce que c'est la démocratie ou est-ce que c'est un procès stalinien? Je pense qu'on se trompe fondamentalement. C'est le péché originel de la Silicon Valley et que nous ne pouvons pas rester de cette manière-là, passifs sur ces sujets. Juste un détail en fait, les gens ne connaissent pas ces trucs-là et pas suffisamment. J'espère qu'ici, vous savez ce qu'était l'affaire Cambridge Analytica et ce que ça a fait comme mal à la démocratie américaine. Mais quand on a les opérations russes informationnelles en 2016 sur Facebook, il y a 150 000 $ qui sont investis par les services de renseignement russes pour créer des fausses pages sur Facebook qui vont faire de la politique. En gros, un pays étranger qui va financer de la politique dans votre pays. Pourquoi ils ont pu faire ça sur Facebook? Parce que Facebook avait décidé qu'on avait le droit de faire de la publicité politique aux États-Unis en payant en roubles. Mais dans quel truc on est là, les copains? Franchement, est-ce qu'à un moment on se réveille et qu'on dit que ça va pas du tout? Moi, j'espère qu'on va le faire. Et moi, j'assume ce truc. C'est dingue, en fait. On est toujours le mec de droite de quelqu'un, le mec de gauche d'un autre. Moi, parce que j'ai une posture anti-réseaux sociaux de principe, on me fait passer pour un horrible censeur, limite un espèce de nazi qui voudrait empêcher les gens de parler. Mais pas du tout. Vous avez dit que les mécanismes de régulation des médias sont déjà en place. En réalité, ça existe. Il suffirait juste de considérer que ces plateformes ne sont pas des tuyaux, mais qu'ils sont des médias. Allez, le dernier mot à Raina. Ouais. Réguler les technologies, c'est une impasse. Est-ce que vous êtes d'accord avec... On ne régule pas les technos. Et je rejoins Thomas. On peut discuter autour de plein d'alcool. Qu'est-ce qu'on coupe, à quel moment? C'est Dry January. Mais non, mais en fait, il y a un truc qui est très simple, c'est que nous, en Europe, en France, en Europe, on a des histoires, on a des constructions sociétales, politiques, de valeurs, etc., qui sont extrêmement différentes de ce qu'il y a dans la Silicon Valley. Nous, nos façons de vivre ensemble, c'est à nous de les maintenir, c'est à nous de les défendre, c'est à nous de les promouvoir. Donc, quand il y a un DSA, quand il y a une loi, un règlement pour la liberté de la presse au niveau européen, dont personne n'a entendu parler, évidemment, qui est quand même largement inspiré de la loi française de 1881. Donc, quand il y a ces choses-là, et que moi j'entends de la part de plein de boîtes et de gens qui n'ont jamais lu ces lois-là me dire que la régulation empêche l'innovation, j'ai envie, d'envahir la Pologne, les pauvres, et de deux, j'ai envie de dire à quel moment on arrête de se faire envahir par des visions du monde et des visions de nos interactions entre nous et de visions de futur dans lequel on veut vivre qui ne sont pas les nôtres. Et à quel moment on demande en fait au pouvoir public de doter les autorités de contrôle pour qu'elles puissent appliquer ces règles-là. En français simple, c'est à quel moment qu'on commence à investir dans une clé de bras. Parce que c'est très bien de faire des lois et d'avoir des règles, et je finis là-dessus. C'est ce qu'il faut qu'on... Et je l'ai entendu à différentes reprises, c'est ouais, il faut qu'on régule davantage, il faut machin. Non, les règles, elles existent. Est-ce que l'ARCOM, malgré tout ce que l'ARCOM peut faire sur le papier, est-ce que l'ARCOM a les moyens de le faire? Ils sont 21. C'est pas beaucoup. 21 pour s'occuper de l'application du DSA. 21. Secrétariat compris. Moi, j'appelle ça une PME. Petite. Bon, on a dépassé l'heure. Merci. Mais non, tu as des questions. Non, on va prendre des questions du public. Simplement, 3 conclusions. 3 bonnes nouvelles, finalement. Je vais prendre le côté positif. 3 bonnes nouvelles. Nous avons les outils juridiques adaptés pour assainir ce champ informationnel. Encore faut-il les utiliser à bon escient avec la bonne vision. Bonne nouvelle, les directeurs cybersécurité aujourd'hui communiquent davantage et sont quand même beaucoup plus partenaires des directions de communication. Et ça devient essentiel lorsqu'il faut maîtriser le champ informationnel sur des allégations de cyberattaque, ou qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. 3e bonne nouvelle,
On peut, et le général Tisser a expliqué comment, combiner action de cybersécurisation de son infrastructure et de communication affirmative pour maîtriser ce qu'on envoie, la perception que nos clients ou que nos administrés ont de notre action dans le cyberespace au sens large, à la fois technique et informationnel, qui sont un continuum qu'on ne peut pas séparer en deux. Merci à nos intervenants, c'était très brillant. On se revoit avec plaisir pour une prochaine table ronde. Merci Raphaël pour l'animation. Merci. Merci à tous. Si on n'est pas mis dehors par l'organisation, on peut prendre une ou deux questions. Je peux mettre une 4e bonne nouvelle? Il y a une étude récente qui montre que le fact-checking, ça marche. Je rigole pas. C'est l'étude de Julia Cagé avec toutes les équipes de Sciences Po. Ils ont travaillé sur l'impact de AFP Factuel, donc l'agence de fact-checking de l'agence France Presse. Et ils démontrent très clairement que l'exposition à du fact-checking, ça augmente la résilience informationnelle. Donc il y a quand même une forme d'espoir à dire que en fait, l'information de qualité, ça marche, quoi. Voilà. Oui, une question. Je reviens sur ce qui a été dit là et je repense à ce qui s'est passé dernièrement. Collez bien le micro. D'accord. À ce qui s'est passé dernièrement avec le pâté ENAF qui s'y prend une première cartouche, qui répond factuellement et qui s'en prenne une deuxième. Est-ce qu'il vaut mieux répondre en mode pâté ENAF ou en mode French réponse C'est une vraie question. Je suis pas. En fait, c'est le fait qu'ils aient pris une deuxième cartouche. Je suis pas certain que ça ait eu un impact aussi négatif que ça. On ne mesure encore une fois que ceux qui ont cru et qui ont répondu et qui sont tombés dans le piège. Il faudrait une étude peut-être plus large pour voir quelle est l'image de cette marque après ces différentes opérations informationnelles. Il y a French Response qui essaye de réagir à tout ça. Moi, ma certitude, c'est que de ne rien dire, c'est fatalement pire que de rappeler un certain nombre de choses. Et que même si on ne convainc pas la totalité, au moins on existe dans le débat public. Et le fait de ne pas exister, de ne pas combattre, de ne pas aller sur le champ opérationnel de la guerre informationnelle, c'est la certitude de perdre le combat. Et French Response, est-ce qu'on peut l'appliquer aux entreprises? Est-ce que l'entreprise devrait se doter de ma marque Response? Il y en a plein qui essayent de faire des choses de cet ordre-là. Il y a plein de manières de communiquer. Je pense par exemple au groupe Areva, qui, pour communiquer sur les sujets liés au réchauffement climatique, ou au passage à un certain nombre de techniques écologiques pour fabriquer de l'énergie, c'est associé à des youtubeurs, donc pas des gens de la marque, pas des communicants de la marque, pour créer une chaîne YouTube d'information, franchement, factuellement assez irréprochable sur ces questions-là. En fait, il y a plein de moyens d'être créatif, d'être inventif, d'être ingénieux. C'est aussi ça, enfin, je veux dire, c'est ça Astérix qui résiste dans son village, quoi. À un moment, c'est aussi ça. La question. C'est pour ajouter à ça, je fais tous les ans au second semestre. Donc là, je fais un cours cyber à Sciences Po, et on a une séance où on fait de la gestion de crise d'origine cyber avec les étudiants et étudiantes. Donc on fait une négociation rançon logiciel, avec tout le truc jusqu'à la communication publique. Donc, il y a des journalistes qui nous appellent, etc. Et là, la réaction, c'est pour ça que tout à l'heure, je donnais un peu de la tête à la bonne nouvelle que les DSI sont de plus en plus promptes à communiquer. Pas tout à fait. Et malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on apprend aussi dans les écoles, y compris à Sciences Po. Aux gens qui sont dans des masters communication. C'est quand il y a un problème, vivons mieux, vivons cachés, vivons mieux. Et ce truc-là, en fait, il est vraiment problématique. Et là, les étudiants et étudiantes sont dans la situation où est-ce qu'on dit un truc? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit? Et c'est là où c'est très important, c'est que vous pouvez... Le comment... Est-ce que je vais appeler des influenceurs, des youtubeurs, machin? Ça, c'est du comment. La question, c'est qu'est-ce que je dis? Et à chaque fois que je suis intervenue en préparation de gestion de crise et donc de communication de crise, le sujet dans les DIRCOM et dans les directions générales, c'est un sujet froid. Traduction, on va attendre que ça casse pour chercher en fait avec quel scotch on va recoller les morceaux. Et le problème, il est là, c'est que oui, ce sera toujours un sujet froid tant que ça ne nous est pas tombé sur le coin de la tronche. Et donc moi, ce que j'ai fait pour un peu
on va dire, couper la poire en deux. C'est j'ai préparé des communications, littéralement en mettant en jaune, en surlignant, remplir raison ici. Parce que, en fait, la communication, c'est pas un coup dans l'eau. Aujourd'hui, ce que je vous ai dit, je suis sûre que demain, il n'y aura pas un pour qui ou une pour qui tout ce que j'ai dit sera marqué en lettres de feu dans la tête. Et c'est normal. C'est pas la priorité. Vous en avez plein d'autres, des priorités personnelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on communique? Déjà, la communication, ça soutient les objectifs de développement, en l'occurrence, dans le cadre d'une crise, les objectifs de sortie de crise. Donc, on ne dit pas des trucs juste pour dire des trucs. On inscrit ça dans une durée, on inscrit ça dans une cohérence, on inscrit ça dans une temporalité. Donc, ce qu'on dit, à quel moment, comment on le dit, c'est ce savoir-être-là qui, en fait, est transformé en savoir-faire, en quelque sorte. Et ça s'apprend. Il y a des et ça formations s'apprend, ça s'entraîne, ça se négocie en interne. De qui parle, qui a la légitimité. Si vous vous souvenez de Equifax il y a quelques années, quand il y avait eu la grosse compromission de données. 2017, ouais, où il y avait quand même un tiers des données des Américains qui avaient leurs données à caractère personnel dans la nature, par le truc de crédit qui est Equifax. Ils avaient mis le CEO qui était, je pense, encore moins agréable qu'une porte de prison en tant que le porte-parole officiel parce que c'est le CEO. Le mec était juste imbuvable. C'était, les gens ont peur pour leurs données et tu avais en fait face à eux, une personne qui était absolument pas relatable, quoi. Et donc la légitimité, c'est pas le titre, c'est qui peut en fait établir un rapport avec les personnes à qui je m'adresse. Et les personnes à qui je m'adresse, c'est pas tout le monde. C'est des cibles particulières. Là, si on a le temps d'une dernière, en général. On ne peut pas répondre à tout le temps. Ce qui est important, justement, c'est de répondre à certains moments et de bien expliquer, de bien déconstruire, justement, une fake news avec du fact-checking, une bonne fois pour toutes. Et après, ça va revenir, ça va rebondir. Mais on aura bien dit à un moment ou à un autre, regardez, c'est une démarche précise avec éventuellement, justement, qui potentiellement peut être derrière. Et c'est ça. Donc, le pire, en effet, je suis à 200% avec Thomas, il ne faut surtout pas ne rien faire. Il faut réagir, on ne peut pas le faire forcément tout le temps. L'IA aussi intervient énormément. Donc nous aussi, il faut voir comment on peut l'utiliser aussi pour automatiser pas mal de choses. Mais à un moment ou à un autre, c'est ça. Il vaut mieux faire juste, il vaut mieux faire de la qualité que d'essayer de faire de la quantité où on sait que de toute façon, l'attaquant, il a un temps d'avance. Et en plus, il ne va pas respecter la réglementation, il ne va pas respecter le droit. Donc on pourrait considérer qu'on a déjà perdu. Maintenant, il n'y a pas de fatalité. Et justement, l'état d'esprit, il est fondamental. Et de voir comment on peut éduquer les uns et les autres et comment chacun, à son niveau, peut agir en étant déjà aware, vous me permettez cette expression, de ce qui se passe pour pouvoir justement ne pas subir. En tout cas, passionnant. J'espère qu'on a pu transmettre un peu de conseils et voire d'éducation pour les entreprises, administrations et même pour les particuliers en tant que citoyens. Merci encore à nos intervenants et merci à vous dans le public.